Le film romantique qui nous avait occupés, Sally et moi, pendant les 2 dernières heures, s'est enfin terminé. Malgré mon état d'ébriété, j'ai choisi de m'asseoir à côté d'elle, ce qu'elle a semblé apprécier. Je n'arrive pas à comprendre, Grant. Comment un mari peut-il être si têtu qu'il ne puisse pas comprendre et pardonner à sa femme une erreur aussi mineure? Interroge Sally, le ton empli d'une véritable confusion. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'était pas du tout mineur. Elle l'a trompé, pour l'amour du ciel. Toute femme qui trahit son mari mérite les conséquences qui en découlent. C'est inacceptable, purement et simplement, rétorquai-je, fermement campé sur mes positions. C'est incroyablement dur, Grant. Un mari compatissant serait plus ouvert d'esprit. Il se rendrait compte qu'un moment de faiblesse n'annule pas l'amour qu'elle lui porte, rétorque Sally, la voix teintée de désaccord. Il s'agit plutôt d'un manque de considération à son égard. Une femme qui s'égare rabaisse son mari, qu'il en soit conscient ou non. À ses yeux, il est diminué, ai-je soutenu, fermement convaincu. Mais si ce n'est pas son intention? Sally insiste. Les intentions mises à part, Sally, l'acte lui-même en dit long. Et les conséquences sont inévitables, ai-je répondu, inébranlable dans ma conviction. C'est absurde, Grant. Je ne peux pas croire que tu sois si vieux jeu. Ces questions peuvent être discutées et résolues. Rien ne justifie la vengeance du mari, rétorque Sally, dont la frustration est évidente. C'est seulement si la femme avoue avant de se faire prendre. S'il le découvre en premier, son sort est scellé. Et si elle le nie par la suite, alors elle a vraiment dépassé les bornes, ai-je maintenu, en m'en tenant à mon point de vue. La plupart des maris sont de toute façon inconscients des actions de leurs femmes, donc cet argument semble futile. Je vais me coucher, déclara Sally, mettant fin à la conversation. Je vous rejoindrai bientôt, répondis-je en prenant acte de son départ, tandis que je restais en retrait avec mes pensées. Sally et moi avions passé la majeure partie de la journée à explorer les marchés aux puces et les vœux-de-grenier. Tandis qu'elle s'enfonçait dans sa chasse au trésor pour trouver de vieux dessous de plats en fonte, je ne voyais pas d'inconvénient à l'accompagner, trouvant mes propres distractions parmi les étals. Elle avait un penchant particulier pour collectionner les dessous de plats les plus usés qu'elle pouvait trouver, à mon grand désarroi. Nos week-ends étaient souvent consacrés à ces excursions, une agréable distraction par rapport à notre objectif commun d'économiser pour notre première maison. Naturellement, Sally avait de grands projets pour notre future cuisine, imaginant des murs ornés d'un éventail de dessous de plats, peut-être une centaine ou plus. Bien que nous ne soyons mariés que depuis 6 ans, notre relation a duré plusieurs années. Sally, avec sa petite taille et ses courbes attachantes, avait toujours été une source de taquineries affectueuses, en particulier à propos de ses hanches enfantines. Nous rêvions de remplir notre nouvelle maison du claquement de petits pieds une fois installés. Mais pour l'instant, notre objectif était d'accumuler suffisamment de fonds pour verser un acompte substantiel, ce qui nous obligeait à être des épargnants assidus. Alors que je terminais la lecture d'un article dans Sport Illustrated, mon esprit revenait sans cesse sur la conversation que nous avions eue un peu plus tôt. La position inhabituellement défensive de Sally sur le sujet de l'infidélité m'avait pris au dépourvu. C'était un sujet qui n'avait jamais effleuré nos discussions et je n'avais jamais douté de sa loyauté. Contrairement à certains de mes collègues qui semblaient tenir leur conjoint en laisse, j'avais toujours cru qu'il fallait laisser à Sally la liberté et la confiance qu'elle méritait. Mais sa réaction avait semé le doute dans mon esprit, un soupçon tenace qui refusait d'être ignoré. C'est donc avec un sentiment de malaise que j'ai décidé de mener une enquête discrète. Ce n'est pas que je m'attendais vraiment à découvrir quelque chose de fâcheux. Je voulais plutôt être rassuré de savoir avec certitude. Ma journée de travail se terminant à 4 heures et celle de Sally se prolongeant jusqu'à 6 heures, je disposais d'un petit créneau pour me pencher sur la question. Le lendemain matin, vers 9 heures, j'ai décidé de faire l'école buissonnière et de passer à notre appartement. Je ne savais pas exactement ce que je cherchais, mais la perspective d'enquêter me paraissait étrangement exaltante, un peu comme si je m'embarquais dans une chasse au trésor clandestine. Cependant, mon escapade d'investigation a été brusquement interrompue par une odeur sucrée particulière qui m'a accueilli à l'entrée. L'air était chargé d'un parfum puissant de désodorisant, en trop grande quantité. La curiosité piquée au vif, j'ai commencé à parcourir les environs, mon nez tressaillant en essayant de déchiffrer la source de l'arôme. Finalement, mon enquête me conduisit à la cheminée du salon. Il était évident que Sally avait récemment brûlé quelque chose, comme en témoignait l'âtre propre et la suie noire encore humide sur les briques. Pourtant,
Sa tentative de masquer l'odeur persistante avec de grandes quantités de désodorisant d'intérieur n'était pas passée inaperçue. Les soupçons grandissant, je me suis dit que si elle s'était débarrassée d'une preuve incriminante, elle l'avait peut-être emportée au travail. Mais il s'est avéré qu'elle n'avait pas été aussi prudente. Un revêtement de corbeille à papier en plastique, dans la poubelle du garage, a attiré mon attention. Déterminé à découvrir la vérité, j'ai étalé des journaux sur la table de la cuisine et j'ai vidé le contenu du sac. Parmi les restes de papier et de photographies calcinées, dont aucun n'était récupérable, une chose est devenue évidente. Sally s'était donné beaucoup de mal pour détruire ces objets, ce qui indiquait une volonté délibérée de me cacher quelque chose. Cette prise de conscience m'a laissé un nœud d'inquiétude dans l'estomac, surtout à la lumière de notre conversation de la nuit précédente. Toute mon existence tournait autour de Sally et de l'avenir que nous construisions ensemble. Pourtant, je me suis rendu compte que j'avais été quelque peu négligent en prêtant attention à ce qui se passait autour de moi. Il y avait un décalage dans le comportement de Sally, un manque de transparence sur certains aspects de sa vie. Je me suis rendu compte que je savais très peu de choses sur son travail ou ses collègues, un fait que je n'avais jamais jugé important jusqu'à présent. Mais ses actions avaient certainement attiré mon attention. Sur le chemin du travail, j'ai fait un détour par Radio Shack et j'ai acheté 3 enregistreurs audio numériques à commande vocale ainsi que des piles de rechange. Au bureau des téléphones portables, j'ai demandé en douceur des impressions des journaux d'appel de nos 2 appareils sans fil, en inventant une histoire à propos d'un contrôle imminent du fisc qui nécessitait des documents pour justifier les déductions. J'ai délibérément demandé les journaux des 2 téléphones pour ne pas éveiller les soupçons, mais j'ai ensuite jeté le mien dans la déchiqueteuse du bureau. Pour la première fois depuis mon mariage, des pensées troublantes concernant Sally ont commencé à s'insinuer dans mon esprit. Je me suis retrouvé aux prises avec une notion inconfortable que je n'avais pas l'habitude d'envisager. Mais au milieu de mes doutes tourbillonnants, je savais que je ne faisais que spéculer, et l'incertitude me rongeait. Je suis arrivé chez moi quelques heures avant Sally, ce qui m'a donné le temps d'installer les enregistreurs dans des endroits stratégiques. Le salon, la chambre et la cuisine. J'ai dû modifier l'emplacement de l'enregistreur de la cuisine pour éviter de capter le bruit du réfrigérateur. Le plan consistait à les activer tous avant de partir au travail le matin. Lorsque Sally est arrivée à la maison, le dîner était déjà prêt. « Bonjour, chérie. J'espère que le chili est bon ?» me dit-elle en entrant. « Cela semble parfait, tant que ce n'est pas trop épicé », ai-je répondu en lui rendant son sourire. Lorsque nous nous sommes assis pour manger, j'ai saisi l'occasion pour aborder le sujet qui me préoccupait. Tu sais, la maison avait une drôle d'odeur quand je suis rentré. C'était un mélange bizarre de lilas et de caoutchouc brûlé. Qu'est-ce que tu as bien pu brûler dans la cheminée avant de partir au travail ? Prise au dépourvu, Sally hésite avant de répondre. Oh, ce n'était rien. Juste quelques vieux papiers et des affaires d'école. Mais pourquoi les as-tu brûlés ? Pourquoi ne pas les avoir jetés à la poubelle ou déchiquetés ? La façon dont vous avez nettoyé la cheminée, on aurait dit que vous vous prépariez à une enquête de la police scientifique. Ai-je insisté, incapable de me défaire de mes soupçons. Je ne sais pas. Pourquoi est-ce si important ? A-t-elle rétorqué, le ton défensif. Sally, c'est incroyablement suspect que tu te sois réveillée ce matin, que tu aies suivi ta routine habituelle et que tu aies soudainement décidé de brûler un tas de vieux papiers d'école, pour ensuite nettoyer méticuleusement comme si rien ne s'était passé. Pouvez-vous m'en vouloir d'avoir des soupçons ? Et ces papiers ne ressemblaient pas à des travaux scolaires classiques, ils ressemblaient à des lettres et à des photographies. Que diable avez-vous fait ? Tu as fouillé dans les poubelles juste pour trouver de quoi m'accuser ? Sally a répliqué, le ton teinté de colère. Oui, ai-je admis sans embâge. Eh bien, va te faire foutre, connard. Tu peux faire la vaisselle. Je vais prendre une douche et lire au lit. Tu peux dormir sur le canapé, rétorque-t-elle vivement, ses mots coupant court à la tension qui régnait dans la pièce. Sally ne m'avait jamais parlé ainsi, mais je ne l'avais jamais accusée de quoi que ce soit. Alors que le bruit de la douche remplissait le silence, j'ai saisi l'occasion pour extraire des informations de son téléphone portable. Rapidement, je l'ai récupéré dans son sac à main et j'ai méticuleusement copié tous ses numéros abrégés, ses appels sortants, ses appels entrants et ses messages. En quelques instants, j'ai transféré l'intégralité de son carnet d'adresses sur un fichier informatique. La tâche a été accomplie en quelques minutes, mais l'odeur persistante de lilas et de cendres dans le salon a rappelé de manière poignante la discorde qui s'était installée entre nous.
Ayant accumulé beaucoup de temps libre au travail, j'ai décidé de prendre un jour de congé. J'ai installé les enregistreurs avant de quitter la maison à l'heure habituelle, mais j'ai fait un détour par Déniès à la place. Un peu après 20 heures, je suis rentré chez moi, impatient de voir si des révélations avaient été faites. Il s'est avéré que Sally n'avait passé qu'un seul coup de fil. Et j'ai des problèmes à la maison. Non, ce n'est pas ça. Il se doute juste qu'il se passe quelque chose, mais il n'a pas la moindre idée de ce que c'est. Il est agaçant et commence vraiment à me taper sur les nerfs. D'accord, je pense que je peux faire ça. Peut-être vendredi. À plus tard, dit la voix de Sally dans l'enregistrement. L'identité de la personne mystérieuse à l'autre bout du fil restait insaisissable, mais j'étais certaine que je la découvrirais bien assez tôt. La mention de vendredi a piqué ma curiosité. Que se passerait-il alors ? J'ai passé la matinée à la bibliothèque, à étudier les relevés téléphoniques de Sally. J'aurais pu le faire chez moi, mais l'annuaire inversé de la bibliothèque s'est avéré supérieur à celui en ligne et plus rapide, même si, malheureusement, il n'a pas été d'une grande aide pour les numéros de téléphone portable. Néanmoins, j'ai réussi à éliminer la plupart des numéros inconnus, soit parce que je les reconnaissais, soit parce que je pouvais les mettre en corrélation avec son carnet d'adresses. Un numéro, cependant, est sorti du lot. Il s'agissait d'un contact étiqueté TR dans son numéro abrégé et son carnet d'adresses. Ce dernier contenait également un numéro de téléphone fixe appartenant à un certain Martin Patterson. Sally travaillait avec lui chez Generex, et je me souvenais vaguement de l'avoir rencontré à quelques reprises, la dernière fois lors d'un événement organisé par l'entreprise une dizaine de jours auparavant. Son rapport étroit avec Sally tout au long de la soirée avait touché une corde sensible chez moi, et je me souvenais distinctement de m'être senti mal à l'aise à ce sujet. Martin était marié à une petite brune qui n'avait pas non plus semblé particulièrement enthousiaste lors de la soirée. J'ai méticuleusement dressé une liste de tous les appels de Sally à Martin et de ses appels à elle au cours des 3 derniers mois. Étonnamment, aucun texto n'avait été échangé entre eux. Bien que je ne puisse que spéculer, j'ai supposé que Martin était le destinataire de l'appel matinal de Sally. La fréquence de leurs échanges téléphoniques était notable, mais je restais parfaitement consciente que mes conclusions n'étaient que des conjectures. Après avoir fait quelques copies du registre téléphonique, j'ai trouvé le courage de me rendre au domicile de Martin Patterson. N'ayant rien à perdre, j'ai frappé à la porte, me préparant à ce qui m'attendait de l'autre côté. « Grande Baker, j'espérais vous parler. »« Entrez » me dit une femme en ouvrant la porte. Sa chaleur inattendue m'a pris au dépourvu. « Je suis désolé, mais j'ai l'impression d'être désavantagé. Je sais que vous êtes marié à Martin, mais je ne crois pas que nous nous soyons jamais rencontrés officiellement. Je m'appelle Emma », s'est-elle présentée en me tendant la main, que j'ai serrée par politesse. « Grant, ce dont je dois discuter avec vous, c'est de la liaison entre votre femme et mon mari, » poursuivit-elle, ses mots atterrissant comme un coup de poing dans l'estomac. Il semblait qu'Emma était au courant de bien plus d'informations que moi. Sa révélation m'a laissé pantois. Waouh, c'est inattendu, réussis-je à balbutier. Il était évident qu'Emma était bien plus au courant de la situation. Je demande le divorce à Martin, et je nomme Sally dans le procès. J'ai rassemblé des preuves substantielles pour étayer mon dossier, et j'aimerais que nous comparions nos notes, expliqua Emma, le ton résolu. Emma, je n'ai pas l'intention d'entraver votre démarche, mais je n'en ai pris connaissance qu'hier. Je crains de ne pas avoir beaucoup d'informations à vous offrir. Je n'ai que quelques enregistrements téléphoniques, avouai-je en lui tendant l'une des copies que j'avais faites. La réaction d'Emma a été immédiate. Faites-moi voir, a-t-elle insisté, visiblement impatiente d'examiner les quelques preuves que je possédais. Je lui ai passé la copie, lui permettant de la conserver pour ses propres dossiers. Emma a méticuleusement examiné les relevés téléphoniques avec la précision d'un contrôleur du fisc, annotant les détails et les recoupant avec ses propres documents. Son comportement était étrangement intense, avec un sourire à la limite du gloussement. Au fur et à mesure qu'elle avançait dans son analyse, sa ferveur semblait s'intensifier jusqu'à ce que je ne puisse m'empêcher d'intervenir. « Y a-t-il des informations que vous pouvez partager avec moi ?» demandai-je, dans l'espoir d'éclaircir la situation. « Bien sûr, je suis tout à fait disposé à partager ce que j'ai, » répondit Emma, d'un ton étonnamment conciliant. Elle fit glisser vers moi 3 reçus de motel sur la table, chacun indiquant la date, l'heure et le nom de l'établissement. Ce qui est remarquable, c'est que les 3 reçus proviennent de motels différents et qu'ils ont été payés en liquide.
Cet imbécile ne se rend même pas compte que je vérifie ses poches tous les soirs après qu'il se soit endormi. J'empoche les reçus et il ne s'aperçoit même pas qu'ils ont disparu. Il vit dans son propre monde inconscient, où je pourrais tout aussi bien être invisible pour lui, remarque Emma avec un mélange de frustration et de résignation. Au fur et à mesure de notre conversation, la colère d'Emma semblait s'intensifier, et je ne pouvais m'empêcher de craindre pour ma sécurité. J'espérais que sa fureur n'était pas dirigée contre moi simplement parce que j'étais le mari de Sally. Les veines de la jeune femme se gonflaient sur son cou, son agitation était palpable. Je ne pense pas avoir jamais vu une femme aussi furieuse. Malgré mon appréhension, elle a gracieusement fait des copies des reçus de l'hôtel pour moi. J'ai beaucoup d'autres reçus et d'autres preuves si vous en avez besoin. Oh, attendez, laissez-moi vous montrer quelque chose de spécial, déclara brusquement Emma, disparaissant momentanément avant de revenir avec un sac à fermeture éclair. À l'intérieur, se trouvait une paire de culottes de femme. Tu les reconnais ? Absolument, confirmai-je, reconnaissant la culotte de bikini gris-vert comme faisant partie d'un ensemble appartenant à ma femme. Je l'ai trouvée dans la poche du manteau de Martin le soir de la dernière fête de l'entreprise. Il a fouillé le placard et la voiture pour les trouver, mais il n'a pas osé m'en parler, expliqua Emma, son ton mêlant frustration et triomphe. Puis-je les emprunter ? Demandai-je, pressentant leur importance potentielle dans l'élucidation de la vérité. Seulement si tu promets de me les rendre, rétorqua Emma avec une pointe d'amusement. D'accord, répondis-je. Pendant l'heure qui suivit, Emma Patterson se déchaîna comme une femme possédée. J'ai tenté de partir à plusieurs reprises, mais elle m'a retenu par sa tirade passionnée. Finalement, elle a mentionné que Martin avait une aversion véhémente pour les préservatifs et qu'il refusait catégoriquement de les utiliser. J'avais préparé le dîner lorsque Sally rentra à la maison, mon estomac gargouillant de faim après avoir sauté le déjeuner. Lorsqu'elle est entrée, elle semblait remarquablement calme, et à ce moment-là, j'ai compris pourquoi je n'avais rien remarqué d'anormal auparavant. Après avoir débarrassé la vaisselle, j'ai servi des parts de tarte au citron vert, sa préférée, ainsi que du café, appréciant la tranquillité du moment. Sally, je peux te demander quelque chose sans que tu t'énerves ? J'ai abordé la question avec prudence. Tu es toujours obsédé par la cheminée ? Plaisante-t-elle ? Non, c'est autre chose, répondis-je sérieusement. D'accord, vas-y, m'a-t-elle accordé. Où est la culotte assortie à ce soutien-gorge ? J'ai brandi le soutien-gorge push-up gris-vert qu'Emma m'avait offert. Je ne sais pas, probablement dans ma commode. Pourquoi fouilles-tu dans mes sous-vêtements ? Est-ce que tu es en train de devenir une sorte de pervers ? Le ton de Sally s'est rapproché de l'agacement. Pourrais-tu aller chercher la culotte pour moi, s'il te plaît ? Je persiste. Sally est restée assise, évitant le contact visuel en regardant sa tarte. Il était évident qu'elle n'arrivait pas à trouver la culotte et sa frustration commençait à se faire sentir. Tu sais, je viens de me rappeler. Je l'ai jetée la semaine dernière. L'élastique du haut s'est détaché et je n'avais pas envie de la réparer, expliqua-t-elle précipitamment. Mais elles avaient moins d'un mois, Sally. Tu les as achetées au centre commercial il y a seulement 3 semaines. Comment ont-elles pu s'user si vite ? J'ai insisté, une note de scepticisme s'insinuant dans ma voix. Elle était au bord de l'ébullition. Sa lèvre inférieure tremblait, les veines de son cou se gonflaient, ses poings se serraient. J'avais l'impression d'être à nouveau confronté à la colère d'Emma. Très bien, monsieur, je sais tout. Dis-moi ce qui est arrivé à ma culotte, demande Sally, la voix chargée de colère. La semaine dernière, alors que nous nous préparions pour votre fête d'entreprise, je t'ai vu mettre ce soutien-gorge et la culotte assortie. Je me souviens avoir admiré à quel point tu étais belle. Mais lorsque nous sommes rentrés à la maison après la fête et que tu t'es déshabillée dans la salle de bain, j'ai remarqué que tu ne portais pas de culotte. Comment as-tu fait pour perdre tes sous-vêtements entre le moment où tu as quitté la maison et celui où tu es revenu ? J'ai demandé, en essayant de garder mon ton ferme. Je crois que tu te trompes. Je les avais quand nous sommes rentrés à la maison, c'est juste que tu ne les as pas vus, rétorque Sally sur la défensive. D'accord. Alors explique-moi comment ils se sont retrouvés dans la poche du manteau de Martin Patterson ? J'ai brandi le sac à fermeture éclair contenant les culottes. Où as-tu trouvé ça ? Sally demande, les yeux écarquillés par le choc. De la femme de Martin, Emma. Pourquoi ? J'insiste. Arrête de fourrer ton nez là où il ne faut pas. Il n'y a rien entre Martin et moi. Je n'ai aucune idée de la façon dont sa femme a obtenu ma culotte. As-tu d'autres accusations à me lancer ?
Sally réplique, sa frustration est palpable. Encore une chose, Sally. Je lui ai tendu un formulaire que j'avais préparé. J'aimerais que vous le remplissiez. Il s'agit d'un simple relevé des dates et des lieux où tu as rencontré d'autres hommes en dehors de notre mariage. J'ai déjà indiqué les détails de votre dernière rencontre avec Martin. Remplis-le pour moi et nous en reparlerons ensuite, lui dis-je en observant Sally qui fixait le papier en silence, se rendant compte de l'exactitude des informations que j'avais inscrites. Oh, et encore une chose, ai-je ajouté, ma voix s'élevant avec frustration. Je suis furieuse que Martin et toi n'ayez pas pris la peine de vous protéger. C'est déjà assez grave que tu m'aies trompé, mais c'est encore pire que tu n'aies pas eu la décence d'utiliser un préservatif. Tu ne t'es pas soucié de m'apporter des maladies potentielles à la maison. C'est absolument méprisable. Est-ce que l'un des autres a utilisé une protection, ou est-ce que Martin était le seul à ne pas l'avoir fait? Non, bon sang, il n'y avait que Martin. C'est le seul qui n'a rien utilisé, admet Sally, la voix teintée de défi. Un silence pesant s'installe dans la pièce. L'emportement de Sally m'avait pris au dépourvu, et je pouvais voir qu'elle n'avait pas pleinement réfléchi aux implications de ces mots avant qu'il ne soit trop tard. Dans sa colère, elle a révélé par inadvertance qu'elle avait été infidèle avec d'autres hommes que Martin. C'était une révélation que je n'avais pas anticipée. D'un geste rapide, Sally a débarrassé la moitié de la table et s'est précipitée hors de la cuisine. J'ai entendu le clic de la porte de la chambre qui se fermait derrière elle, suivi par le son de doux pleurs. J'ai décidé de passer la nuit dans un motel. Le lendemain, je me suis fait porter pâle au travail et j'ai prévenu que je serais absent quelques jours. Fidèle à ma parole, j'ai rendu la culotte à Emma. Elle semblait découragée cette fois, et je n'ai pas insisté pour obtenir des réponses. J'ai rapidement quitté les lieux. Je trouvai un petit motel qui proposait des locations à la semaine avec kitchenette et j'y installai ma nouvelle demeure temporaire. En me faufilant dans la maison pendant que Sally était sortie, j'ai rassemblé autant d'affaires que possible. Argenterie, vaisselle, casserole et poêle. Il m'a fallu environ 1 heure pour aménager mon nouvel espace de vie. Il y a une semaine à peine, je ne me doutais pas que ma vie prendrait un tournant aussi radical. Alors que je me dirigeais vers la voiture, j'ai aperçu Martin Patterson, environ 5 unités plus bas, en train de transporter des sacs et des cartons dans l'une des chambres. Un petit rire m'échappa lorsque je réalisai qu'il faisait la même chose que moi, déménager. Que Emma l'ait mis à la porte ou qu'il ait décidé de partir de lui-même n'avait pas d'importance, le résultat était le même. À ce moment-là, la voiture de Sally s'est arrêtée. Elle n'a remarqué ni moi ni ma voiture. Elles ont échangé quelques mots avant de disparaître ensemble dans la pièce. Saisissant l'occasion, j'ai décidé que c'était le moment idéal pour retourner à la maison et rassembler le reste de mes affaires. Je pensais qu'il serait occupé pendant au moins 1 heure. Je me suis empressé de mettre tout ce que je pouvais dans la Volkswagen. L'ordinateur, les appareils photo, la télévision portable, tous mes CD et même mon grill George Foreman ont trouvé leur place dans la voiture. Alors que je débranchais le répondeur, on a frappé à la porte. M. Baker, 2 officiers de police, se tenaient devant la porte. Oui, je répondis, un nœud d'appréhension se formant dans mon estomac. Êtes-vous le mari de Sally Baker? L'un des policiers m'a demandé. Oui, elle va bien? Que s'est-il passé? J'ai demandé, mon cœur battant la chamade. Je suis désolé d'avoir à vous dire cela, monsieur, mais votre femme est morte, me dit l'officier en m'annonçant la terrible nouvelle. Non, ce n'est pas possible. Je l'ai vue il y a environ 2 heures et elle allait bien, ai-je protesté, m'efforçant de comprendre cette tragédie soudaine. Où l'avez-vous vue? M'a demandé l'agent. Elle était au Desca Motel sur Penn Avenue avec Martin Patterson, ai-je répondu, l'esprit en ébullition. M. Patterson est mort lui aussi, a révélé l'officier. Comment? Demandai-je, encore plus choqué. On leur a tiré dessus, me dit gravement l'officier. Mais je suis ici depuis 2 heures, et je n'ai même pas d'arme. Il n'y a aucun moyen. Je me suis interrompu, l'incrédulité m'envahissant. Doucement, M. Baker, calmez-vous. Nous avons le tireur en garde à vue. Madame Patterson les a abattus tous les 2 alors qu'ils sortaient de sa chambre. Elle a vidé son arme sur eux, et a ensuite appelé le 911. Elle était assise près de la porte de la chambre et pleurait quand nous sommes arrivés, explique l'officier, le ton compatissant. Vous allez vous en sortir, ou vous avez besoin que quelqu'un reste avec vous? Demande doucement l'autre agent. Non, ça va aller. Merci. Merci d'avoir écouté cette histoire.
Si vous aimez mon contenu, donnez un like à cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bonne journée et à bientôt.